Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 16e épisode du podcast À côté de mes pompes, dans lequel nous allons aborder aujourd'hui avec une invitée la blessure. Différents conseils, différentes pathologies, différents moyens de sortir de ce schéma de la blessure seront abordés aujourd'hui. Mais avant cela, je voulais faire un petit point sur la situation sanitaire. Nous avons entendu donc mercredi soir le président nous imposer à nouveau un confinement avec les mesures restrictives pour notre pratique de la course à pied, à savoir 1 heure maximum dans un rayon d'1 kilomètre par rapport à notre domicile. Alors je sais pas comment vous avez vécu votre premier confinement, vous pourrez m'en parler dans les commentaires et dans les échanges que je peux avoir avec vous à travers ce podcast. De mon point de vue, je vais respecter ces mesures qui sont quand même très restrictives, quand on est avide de grands espaces, d'être bridé à 1 kilomètre et 1 heure, ça peut paraître peu. Malgré tout, nous avons la chance, en tant que runner, de pouvoir pratiquer notre sport, contrairement à des sports d'équipe ou des sports en salle, où ces personnes-là, ces sportifs-là, sont privés de leur passion. De mon côté, donc je pense que je vais continuer à courir, en axant peut-être mes séances sur des entraînements un petit peu différents, dans un format beaucoup plus court, de façon à rester en forme, parce que c'est quand même important de sortir, de rester en forme. Ce contexte est quand même stressant, ça donne mal à la tête d'avoir justement toujours ces craintes, cette maladie, ce virus, ces informations qui parfois nous obsèdent un petit peu. Donc je vais continuer à courir et je vais relancer ce que j'avais mis en place pendant le confinement, à savoir du renforcement musculaire, du gainage, le travail de proprioception qu'on délaisse toujours un petit peu et dont on va parler aujourd'hui avec notre invité. Il s'avère très important ce travail en parallèle de la pratique de la course à pied. Donc moi je vous incite à continuer à courir, à sortir, à bouger. Ça fait du bien également au corps mais également à l'esprit avec ce schéma un petit peu compliqué que traverse notre pays depuis le mois de mars. Alors, pour en revenir à l'épisode du jour, eh bien oui, nous allons nous projeter sur la blessure. Alors c'est pas forcément des moments très réjouissants, puisqu'on a tous, je pense, été blessés dans notre carrière de sportif. Et j'ai la chance d'avoir dans mes contacts proches une kiné qui est triathlète, qui s'appelle Mélanie. Elle est kiné sur La Rochelle et c'est ma cousine. Et j'ai fait appel à elle à de nombreuses reprises lorsque j'étais blessé. Alors je touche du bois puisque depuis quelques années ça va quand même beaucoup mieux. J'ai épargné mon corps de quelconque blessure. Et donc quand j'avais un petit souci, c'est à Mélanie que je faisais appel pour à distance, puisque moi je suis dans le Loiret, elle est donc en Charente-Maritime, faire appel à ses connaissances, avoir un premier diagnostic avant d'aller voir Wilfried, le kiné qui est sur Beaugency et qui me suit depuis longtemps. Donc cet échange avec Mélanie va s'articuler autour de plusieurs thématiques, à la fois déjà le rôle du kiné, ensuite on verra que il y a différentes pathologies, elle rencontre quand même des blessures qui sont bien différentes les unes des autres et elle nous donnera quelques conseils pratiques. Vous verrez, il y a des choses vraiment intéressantes à piocher dans cet échange. Avant de débuter cet entretien, je vous incite toujours à laisser vos petits messages, vos avis sur Apple Podcast. Le podcast est écoutable et diffusé sur de nombreuses plateformes, mais voilà, c'est Apple Podcast qui, entre guillemets, permet de laisser un avis. Et je fais un petit coucou à Sophie qui est actuellement blessée et qui est une auditrice fidèle et qui, dès qu'il y a quelque chose, elle n'hésite pas à me faire un retour. Donc ça, c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à le faire de votre côté. Et puis, moi, je vous laisse avec cet entretien enregistré donc mercredi matin avec ma cousine triathlète Mélanie
également kiné. Vous allez, je pense, apprendre pas mal de choses, ou du moins rappeler quelques éléments fondamentaux de notre pratique. Vous verrez, c'est quand même très important ces conseils qu'elle va pouvoir nous prodiguer. Je vous souhaite une bonne écoute. Profitez quand même de votre week-end, même si on sait que ce sera difficile pour les semaines et les jours à venir. Voilà, gardons le cap, gardons le moral, on continue à bouger, à faire du sport, c'est important pour la tête également, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors bonjour Mélanie, merci d'être la deuxième invitée du podcast À côté de mes pompes. Alors aujourd'hui on va parler kiné, santé et je compte sur toi pour nous donner tout un tas de conseils pour pouvoir aborder la pratique de la course à pied et plus généralement du sport de façon, on va dire, agréable, sans avoir justement de désagréments par rapport à d'éventuelles blessures. Donc, tu vas pouvoir nous éclairer sur tous ces sujets-là. Mais avant cela, je vais te laisser te présenter et avant également te souhaiter un joyeux anniversaire parce que je sais que c'est ton anniversaire. Merci Seb. Bonjour. Du coup, moi, c'est Mélanie Martin. Je suis donc la cousine de Sébastien et kiné depuis 7 ans maintenant. Je travaille en libéral sur La Rochelle depuis 6 ans et avec un passif sportif où j'ai fait une vingtaine d'années de basket et où j'ai changé après pour passer sur le triathlon depuis 3 ans. Voilà. Alors, comment tu expliques cette bascule du basket vers la course à pied ? Alors, j'ai toujours fait de la course à pied en parallèle du basket, mais pour le plaisir. Et après, arrivé à un stade où la compétition devenait trop prenante par rapport au rythme de la vie perso, qui était plus du tout adapté. Le triathlon a fait un effet de mode à une période. Et donc, du coup, avec mon conjoint, on s'est lancé dedans, on a essayé. Et en fait, comme c'est bien passé, on est resté dedans. D'accord. Alors moi, le triathlon, c'est quelque chose qui me laisse rêveur parce que je nage comme une pierre. Donc, tu as dû peut-être fournir des efforts sur cette discipline-là, je dirais. Oui, sachant que j'ai commencé, hormis nager la brasse de grand-mère, c'était à peu près toutes mes capacités en natation. Donc on recommence à zéro. Mais au moins, l'avantage, c'est que ça te donne un objectif supplémentaire pour pouvoir te projeter dans ce sport. Alors sais qu'il faut aller plus loin que ce que tu ne peux faire habituellement. Exactement. Alors, entraînement de triathlon, quand on est kiné, comment tu organises tes entraînements et ta semaine ? Parce qu'il faut quand même que ça puisse rentrer dans toutes les cases. Alors, c'est d'où l'intérêt du club pour ma part, c'est que sans les créneaux qu'on a avec le club de La Rochelle, j'ai pas la possibilité de faire de la natation. C'est que les horaires de la piscine ne sont pas compatibles avec mes horaires de travail. Donc, le club a des horaires qui sont soit tôt le matin, soit tard le soir, donc ce qui permet d'associer le tout. Donc après, il faut juste trouver le bon rythme d'entraînement avec 2-3 entraînements de natation par semaine. Il y a une séance de piste tous les mercredis et après le vélo, c'est une sortie le week-end. Alors, comment, entre guillemets, tu pratiques finalement ton sport, c'est-à-dire comment tu vas t'organiser pour faire justement ces séances. Est-ce qu'il y a une séance de vélo, une séance de natation, une séance de course ou est-ce que c'est vraiment 3 moments différents ? C'est toujours des entraînements dissociés. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux d'entraînement de natation le matin pendant 1 heure de 7h à 8h le mardi, jeudi ou vendredi. Voilà, en fonction des dispos. La séance de piste, c'est toujours le mercredi soir avec le club. Après, à nous de rajouter ce qu'on veut rajouter en dehors du club. Donc, c'est-à-dire que des sorties longues, si j'ai plus de dispo un lundi soir ou un dimanche matin ou en fonction des dispos, après, on adapte le planning. D'accord. Et après, le vélo demandant plus de temps pour rouler, pour sortir, parce que sortir 1 heure n'a pas forcément trop d'intérêt, mais tout de suite, il faut sortir 1h30, 2 heures. On cale plutôt ça sur les week-ends. D'accord. Et est-ce qu'en triathlon, donc ça fait quelques années que tu pratiques, tu as déjà participé à des courses, tu as des objectifs, même si aujourd'hui on navigue un peu dans l'inconnu, est-ce qu'il y a des choses qui te font rêver dans le Alors,
il y a plusieurs objectifs. Alors, les compétitions faites, j'ai fait déjà du XS et du S, donc du très court, mais qui suit un peu mon parcours sportif au basket qui est très explosif. Donc, je suis plus à l'aise sur des petites distances. Et l'objectif, donc, qui était normalement pour cette année, mais avec le Covid qui a été reporté à l'année prochaine, c'est de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez. Alors, la distance M, donc, ça reste un format accessible. Et dans 3 ans, d'essayer de basculer sur un L pour se donner un objectif de longue distance. D'accord. Alors, en étant à La Rochelle, Alpe d'Huez, va falloir trouver après du dénivelé pour la partie C'est ça, vélo. c'est bien le problème. C'est un peu plus compliqué. Un peu comme chez nous en Beauce, d'où tu es originaire, de trouver du relief quand il s'agit de faire du dénivelé, c'est un petit peu compliqué. Pour revenir sur ton parcours de kiné, comment tu en es arrivé là? Comment tu as mené tes études pour arriver jusqu'à cette formation de kiné? Qu'est-ce qui a motivé cette profession? Ça fait très longtemps que j'ai toujours décidé de faire ça. J'avais 10 ans le jour où ça m'a pris. Et c'est jamais parti. Le fait de s'occuper des autres, de prendre soin, le contact et la relation avec les gens, qui est différente d'un médecin, qui est plus personnelle, plus régulière, et on rentre plus ou moins dans la vie des gens. C'est ce qui m'a toujours motivée en fait pour ce métier. Et après, en associant le côté un peu sportif, le côté des blessures, des pathologies qu'on peut croiser dans la vie du quotidien, ça a augmenté en fait cette volonté. Alors je fais partie moi de ces personnes qui ont eu affaire au kiné, et bien souvent avant d'aller voir mon propre kiné, voilà, je te passais un petit coup de fil pour savoir le protocole. Donc on va revenir sur toutes ces choses-là. Au niveau de des personnes que tu rencontres au niveau du cabinet, les sportifs représentent quelle proportion à peu près? Ça représente un gros tiers des patients. D'accord. Voilà. Donc un tiers des patients alors il y a des patients liés à la course à pied. Après j'ai eu des connaissances aussi par le club de CrossFit de La Rochelle où je croise pas mal de personnes. Alors c'est sur d'autres pathologies, c'est d'autres prises en charge qui n'ont pas rien à voir avec la course à pied, mais voilà, ça fait partie des deux pôles où il y a un peu plus de monde. D'accord. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet avec différentes questions en lien avec ta profession de kiné et puis le monde de la course à pied. Quel est le rôle du kiné quand on est coureur à pied? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut aller voir librement, ou est-ce qu'il faut absolument l'ordonnance délivrée par notre médecin généraliste? Alors, sur le principe, il faut l'ordonnance délivrée par le généraliste pour tout ce qui est notion de remboursement, de prise en charge, sécu, mutuelle. Voilà. Après, on est aussi à même à pouvoir être là pour conseiller. Par exemple, dans les structures comme les clubs, on n'est pas forcément là pour une prise en charge, mais plutôt pour un accompagnement et des conseils pour aider aussi les personnes à développer une bonne dynamique, les conseils qui vont sur tout ce qui est nutrition, hydratation et la prise en charge globale. Pas spécialement que pendant qu'il y a une pathologie, ou il y a une blessure, ou il y a quelque chose. Parce que moi, les kinés que j'ai consultés, c'était bien souvent quand il était trop tard. La blessure était là, l'entorse était bien gonflée, et puis donc le kiné devait justement, on va dire, réparer les dégâts. Donc on peut quand même, en tant que conseil, venir vous voir. On peut toujours nous demander. On est à même de donner les conseils adéquats et de pouvoir aiguiller la personne avant qu'il soit trop tard dans la prise en charge. Exactement. Ça, c'est intéressant. Il est vrai que les généralistes, il faut toujours passer par, on va dire, le cheminement de l'ordonnance. Il faut faire la radio et ensuite on va voir le kiné. Mais de proposer un conseil, donc de peut-être se rapprocher de structures qui disposent d'un kiné, ou un kiné qui soit accessible pour. C'est ça, par l'intermédiaire des clubs, voilà, c'est des choses en règle générale, ça nous pose pas de souci de pouvoir aiguiller et donner des conseils. Très bien. Alors, au niveau des pathologies,
qu'est-ce que le kiné voit arriver dans son cabinet quand des blessés arrivent et des blessés liés à la course à pied, justement? Qu'est-ce qui ressort comme pathologie? Alors, on va trouver des entorses, bien évidemment. Alors, pas que liées à la course à pied, mais on en trouve. Des soucis de périostite tibiale qui arrivent régulièrement. Ça, c'est un peu plus compliqué. La prise en charge est un peu plus délicate. Sinon, on a aussi des soucis de tendinite d'Achille ou des problèmes d'aponevrosite plantaire. Tout ce qui est beaucoup lié, en fait, au pied. D'accord. Au pied, à la jambe. Après, on peut aussi se retrouver avec des problèmes de déchirure musculaire. Par exemple, notamment sur des séances de fractionnés peut-être un peu trop violentes, un peu trop intenses. Une déchirure aux ischios, des problèmes de contracture, de mollets. Voilà. Alors, à quoi on peut reconnaître justement le côté tendinite et le côté déchirure? Est-ce qu'on a des moyens en tant que coureur d'évaluer justement le degré de gravité? La tendinite, elle va se calmer avec un peu de repos. Elle va être moins douloureuse. Elle va avoir des phases inflammatoires et des phases qui seront moins douloureuses. Elle va être réactivée, par exemple, quand la charge de travail et quand la contrainte mécanique qu'on lui demande, elle est trop importante par rapport à ce qu'il est capable de gérer. Vraiment, la déchirure ou la contracture, on la sent. Voilà, on sent le muscle qui n'arrive pas à se relâcher. Et la déchirure, on va sentir le mouvement où il va y avoir un choc sur le point de vue musculaire. Il va y avoir un instant qui va être plus violent et où le muscle va se contracter, où on risque d'entendre aussi craquer, c'est possible. C'est des sensations qu'on a. Et là, c'est une douleur qui reste même après au repos. Donc, on est sur des degrés de gravité qui va entraîner finalement une immobilisation plus ou moins longue par rapport à cette blessure. C'est ça, et différente, dans la prise en charge complètement différente. Quels seraient finalement les facteurs de blessure? C'est-à-dire que on peut envisager une accélération trop rapide, mais est-ce qu'il y a vraiment des facteurs qui vont provoquer justement la blessure? Tu parlais tout à l'heure de l'hydratation. Est-ce que ça peut être un facteur de blessure? Alors, en tant que tel, juste le manque d'hydratation, non. Par contre, c'est des facteurs qui peuvent favoriser. C'est des facteurs qui vont influencer sur l'état général de la personne. On va avoir des facteurs qui vont être liés à l'activité sportive, vraiment liés à cette partie-là. Et on va avoir des facteurs qui vont influencer, comme par exemple une hydratation qui est pas bonne, donc qui peut fragiliser des tendons, ne pas leur permettre de se régénérer comme il faut, ne pas avoir suffisamment de récupération, pas de temps de repos, un mauvais sommeil, une alimentation qui n'est pas adaptée. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent entraîner plus facilement une blessure. Elles seront jamais seules responsables d'une blessure, mais elles peuvent être facteurs favorisants. Alors, tu parlais de périostite. Beaucoup de personnes disent j'ai mal au tibia, mais est-ce que c'est vraiment une périostite ou une douleur liée à la course à pied, à une chaussure qui ne soit pas forcément bien adaptée? Comment on sait que c'est vraiment une périostite? Est-ce que tu pourrais en donner une définition, on va dire, relativement simple? Alors, la périostite, c'est vraiment l'inflammation de la membrane au niveau entre le tibia et le péroné. C'est une pathologie qui est très longue et qui est assez compliquée à récupérer. On trouve souvent ça chez des personnes qui ont une surcharge d'entraînement qui est très importante, qui mettent une très forte dose de course à pied. Après, les douleurs de tibia sont pas forcément systématiquement des périostites. Ça peut être aussi simplement lié à une chaussure, lié à une mauvaise dynamique peut-être du pied, ou aussi lié à des contractures au niveau du mollet. On peut avoir des tensions au niveau du mollet qui font qu'on surcharge le pied et l'effort à la course à pied. Quand on débute la course à pied, ce que j'avais dit dans un épisode précédent, il y a ce côté progressivité qu'il faut justement avoir pour éviter, au bout de 3-4 semaines, d'être totalement blessé. Et ce que j'avais fait, moi, l'erreur au début où j'avais commencé à courir, c'est d'enchaîner 4-5 jours de suite sans laisser justement le temps de repos que tu évoquais tout à l'heure. Et la douleur au tibia était très forte. Donc progressivité, ce serait le maître mot pour... C'est toujours, dans tout ce qu'on fait, il faut considérer que
ça doit être bénéfique sur du long terme. Et sur du court terme, ce sera jamais bénéfique. Donc, il faut toujours prendre les choses de façon progressive et augmenter l'intensité au fur et à mesure en fonction des capacités qu'on développe. Quelqu'un qui a jamais couru, on va pas lui demander de courir du jour au lendemain 10, 12, 15 kilomètres. Voilà. Il peut commencer par un 5 kilomètres tranquillement, à une allure faible, en apprenant à avoir une bonne dynamique du pied. Et c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Si jamais on lui demande trop vite, tout de suite, ou même si lui s'impose beaucoup trop, en fait, il ne sera pas pérenne dans le temps. Alors, c'est vrai que avec le temps, on apprend. Et tu remarqueras que sur les dernières années, je t'ai un petit peu moins appelé. Ça fait un moment que j'ai pas eu tes nouvelles. Exactement. Donc, j'apprends et je deviens un petit peu plus sage avec l'âge. On en parlera tout à l'heure sur le côté post-blessure. Comment on peut reprendre tranquillement, parce que je pense qu'il y a des conseils qui seront intéressants à aborder. Au niveau des grandes typologies de blessures, on a vu l'entorse, la tendinite et le claquage. Est-ce que tu pourrais détailler pour chacune de ces pathologies le protocole à mettre en place? C'est-à-dire que là, voilà, il y a une entorse qui vient de survenir. Qu'est-ce qu'on doit faire juste après l'entorse? Alors, après, tout va dépendre de l'entorse. Si jamais c'est une entorse bénigne, entre guillemets, comme on appelle, il faut quand même accorder au corps un peu de repos, 1 semaine, 2 semaines, tranquillement, glacer la cheville, de façon à diminuer l'œdème qui peut s'instaurer. Et après, ce qu'il faut, c'est remettre en charge progressivement, toujours en respectant la douleur. On peut, au moment de la remise en charge et de la remise en contrainte, avoir des douleurs qui se présentent, mais parce que le pied, la cheville, va travailler. Il faut pas que cette douleur-là, elle reste après l'activité, après l'exercice. Par exemple, quelqu'un qui se fait une entorse bénigne décide d'aller refaire de la marche ou de recommencer la course à pied 10 jours après. S'il commence en faisant 10 minutes de marche, 10 minutes de course à pied, et que sur les premières foulées de course à pied, c'est un peu raide, c'est un peu douloureux, mais que ça va, et qu'après en s'arrêtant, il n'y a plus de douleur, c'est normal. C'est juste le fait de remobiliser le pied, de remobiliser l'articulation, les structures qui ont été aussi abîmées malgré tout. Donc ça, c'est normal. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est que cette douleur, elle soit trop importante et qu'elle dure, et qu'elle reste après l'effort. Par contre, si on part sur des entorses graves, où là, voilà, il y a un hématome, il y a un œdème important, il y a une lésion, il y a une déchirure. Quoi qu'il arrive, le corps a besoin de récupérer. C'est 4-6 semaines d'immobilisation, de repos. Et après, pour le coup, il faut prendre le temps de faire un traitement correct de reprise chez le kiné avec les travails d'immobilisation pour avoir des bonnes amplitudes, pour réintégrer les bons mouvements, céder les douleurs et remettre en charge progressivement la musculature pour qu'elle soit capable d'absorber les contraintes qu'on va lui imposer par la suite. Reprendre trop tôt sur une grosse entorse, c'est source de récidive derrière très rapide. Alors, tu vois des personnes qui, parfois, ont 2, 3, 4 entorses sur une même cheville, sur un même genou. C'est des choses qui arrivent malgré tout? Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, ça arrive moins maintenant, puisque je pense qu'il y a un peu plus de prévention à ce sujet-là. Mais effectivement, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'on arrive à régler. Il faut redonner un bon schéma. Il faut réadapter la musculature. Ça se fait, mais ça prend plus de temps. Quelque chose qui a été abîmé depuis longtemps et régulièrement mettra beaucoup plus de temps à cicatriser et à récupérer correctement que quelque chose qui est pris en charge initialement. Et donc, sur une entorse de cheville, quel travail va justement permettre de renforcer cette articulation? Alors, on va travailler surtout sur les stabilisateurs de cheville du pied, donc notamment le mollet, renforcement du mollet, renforcement des fibulaires pour stabiliser le pied, pour limiter sa laxité, puisqu'en fait, au moment de l'entorse, dans le mécanisme, c'est des ligaments qui sont étirés. Donc, c'est-à-dire que eux, si c'est une entorse bénigne toute petite, ils vont garder leur capacité à stabiliser la cheville. Si jamais on part sur une grosse entorse où là, il va y avoir une lésion, on peut avoir des déchirures de ligaments. Savoir qu'un ligament déchiré restera un ligament déchiré. Voilà, c'est des structures qui sont moins vascularisées et qui ne récupèrent pas de la même façon que va récupérer un muscle.
Donc, le but, c'est de renforcer les muscles autour de façon à compenser le rôle des ligaments, qu'il n'y a plus, ou qui sont abîmés. Donc après, c'est des travails d'exercice, de renforcement musculaire simple, vraiment analytique. Et après, on travaille aussi le pied en global, c'est-à-dire travailler la mécanique du pied, la dynamique, sa réactivité, la stabilité avec de la proprioception, de façon à ce que le pied devienne réactif et ne subisse plus en fait les contraintes qu'on lui impose. Donc, c'est entre guillemets cette fraction de seconde où le corps va être capable d'analyser ce déséquilibre et finalement de se rattraper via cette proprioception et ces capteurs qui vont être hyper réactifs. C'est ça. Le corps est capable de s'adapter, est une très grosse machine d'adaptation. Il faut juste simplement lui donner les bons tuyaux et les bonnes capacités pour s'adapter. Alors, il est vrai que ce travail de proprioception, on va surtout le faire quand on est blessé, parce que sur le reste de l'année, on n'y pense pas. Est-ce que le conseil, ce serait pas d'inclure dans nos séances régulièrement ce travail de pied, ce travail de proprioception qu'on peut faire même à la maison, sans être dans une phase d'entraînement spécifique? Ce qui est important, c'est de garder une régularité dans tous les petits exercices complémentaires à de la course à pied, notamment le renforcement musculaire. Donc, faut pas oublier de travailler les mollets, et le simple renforcement du mollet, c'est travailler des pointes de pied. Travailler les gammes aussi en course à pied, ça permet de travailler justement aussi cette dynamique du pied-là. Associer des exercices de stabilité est aussi une bonne chose. Et en fait, ça, faut garder ces choses-là de façon très régulière. On n'a pas besoin de se les imposer tous les jours ou forcément 3 fois par semaine, mais de façon régulière et répétée, de façon à entretenir les capacités et à prévenir la fatigue, les choses qui peuvent s'instaurer. Oui, c'est ça. Sur ma dernière entorse, pour me prendre en exemple, elle faisait suite à une grosse période de course à pied et elle est survenue sur un temps de fatigue. Donc, un petit temps d'inattention et voilà, le pied part. Bon, après, c'était camion pompier et évacuation jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, c'était un peu moins sympa. En ce qui concerne la tendinite, bien souvent d'Achille ou alors au niveau de la zone du genou, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime d'une tendinite ou quand on sent que ça commence justement à tirailler un petit peu? Parce que on a de nombreux coureurs et au niveau du club, je pense à Damien qui est victime d'une tendinite d'Achille depuis quelques semaines. Il sait pas trop comment s'en débarrasser et il se fait balader un petit peu de droite à gauche. Alors, quel protocole on peut lui proposer pour qu'il s'en sorte? En plus, justement, des conseils qu'on a déjà donnés sur l'hydratation, sur la progressivité. Ce qu'il faut, c'est savoir à quel stade de l'entraînement ses douleurs et son inflammation l'empêchent et intervient. Ce qu'il faut, c'est renforcer la structure, le muscle en lui-même, de façon à ce qu'en fait, il soit capable d'absorber les contraintes mécaniques. Donc, il faut qu'il diminue sa charge de travail pour le moment, dans un premier temps. Et à côté de ça, il faut qu'il travaille de façon plus spécifique, plus analytique, donc notamment le mollet, et travailler des exercices de pointe de pied. Il faudrait qu'il se mette sur une marche, par exemple dans un escalier, avec le pied un peu en dehors de la marche et travailler simplement des montées sur pointe de pied. Faire des séries de répétitions et au début, en fait, progressivement mettre une faible charge mécanique et progressivement, au fur et à mesure de l'amélioration, augmenter cette charge mécanique. Et en fait, il faut reprendre une remise en charge progressive. Il faut sortir du schéma qui est traumatique de la course à pied et le renforcer de façon spécifique pour qu'il soit capable d'absorber les contraintes. Et à partir du moment où sur cette absorption de contraintes, il n'y a pas de souci, il pourra reprendre une activité plus globale. Alors après, c'est difficile en tant que coureur de se dire il faut que j'arrête et je vais perdre mon niveau, je vais régresser. Ça, il faut l'accepter. Enfin, il y a une part de travail mental également à faire. C'est ça. Quand tu es kiné, tu dois aussi accompagner ces personnes-là en leur disant mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider un petit peu. Comment tu travailles justement sur ce côté mental avec les patients? Il faut réussir à leur faire comprendre que si on n'arrive pas à les arrêter au bon moment,
En fait, la lésion, elle va augmenter, ça va durer plus longtemps et la récupération va être encore plus longue. Donc, il vaut mieux réussir à savoir s'arrêter au bon moment, sur un temps imparti, nécessaire à la récupération pour pouvoir mieux reprendre derrière et justement perdre moins de temps. Après, ça n'empêche pas une tendinite n'empêche pas de changer entre guillemets de physionomie de sport le temps de l'arrêt. C'est-à-dire que une tendinite d'Achille ne l'empêche pas de faire du vélo. Exactement. Pour compenser. Après, la natation, faut aimer ou pas, mais c'est pareil. C'est des sports, en fait, il faut réussir. Si on ne veut pas s'arrêter et pas perdre ce côté sportif, on peut essayer de compenser par une autre activité. Et ce qui fait du bien au corps aussi, c'est de rentrer dans un autre schéma. Parce que quand on est toujours intégré le même schéma au corps, au bout d'un moment, le schéma, avec la fatigue, il va finir par créer des lésions. Si on lui amène une autre physionomie de sport, ça va permettre de décharger les muscles de cette façon de faire et de les muscler, de les stimuler autrement. Donc, c'est moins contraignant pour eux. Alors, quand on rencontre une blessure qui revient de façon récurrente, est-ce que le problème, il n'est pas ailleurs finalement qu'à l'endroit où la blessure vient se... Le problème peut être ailleurs. Le problème peut être lié à une autre structure du corps. Ou alors, le problème peut venir aussi de la façon de faire. De la charge, de la façon de faire, le mouvement, la charge de travail qui est peut-être pas adaptée à un instant T. Alors après, donc pas forcément lié à la course à pied, mais par exemple en vélo, une pathologie qui peut revenir régulièrement sur des douleurs peut être aussi liée à une mauvaise position sur le vélo. Ça, c'est des choses, c'est des éléments externes qui sont à prendre en considération. Donc en course à pied, ça peut être les chaussures, ça peut être l'approche au sol, ça peut être la dynamique de la course, ça peut être aussi le côté externe au niveau de la vie du quotidien. Voilà, il y a plein de choses à prendre en considération, mais effectivement, s'il y a une pathologie qui revient régulièrement, il faut pouvoir aller chercher ailleurs pour comprendre d'où elle vient. Quel est l'élément qui la déclenche? Exactement. Et est-ce que toi, tu es en lien avec finalement d'autres praticiens quand tu vois quelqu'un qui, séance après séance, ne progresse pas? Est-ce que tu es capable de lui dire, finalement, est-ce qu'il faudrait mieux pas aller voir peut-être un podologue, un posturologue? Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est quand on n'arrive pas, quand on voit que ça n'évolue pas, savoir dire peut-être que ça bloque ailleurs. Est-ce qu'une séance d'ostéopathie ne serait pas forcément la bienvenue? Voilà, essayer de voir de façon à, si ça ne débloque pas autre chose dans une zone qu'on ne pense pas et qui peut être en lien, savoir si on n'arrive pas à évoluer ou diminuer certaines douleurs, de dire tiens, il faut aller chez le podologue parce que peut-être qu'il y a besoin de port de semelle pour compenser quelque chose qui est trop important, et qu'en kiné on mettrait trop de temps à régler le problème. Avec le podologue, ça permettrait d'avoir un complément. Voilà, il faut savoir à un moment donné dire stop, là, soit j'y arrive pas, soit il me faut quelque chose de plus, ou soit les examens sont pas suffisamment poussés et on a besoin d'avoir plus d'informations. Très bien. Concernant le claquage, alors, on va dire qu'il y a différents stades. On va partir de la contracture à l'élongation, et puis le dernier stade, c'est le claquage. Qu'est-ce qu'on fait si on est victime d'un gros claquage qui nous empêche vraiment de bouger? Alors après, sur la contracture, bon, c'est du massage, on va essayer d'étirer, on va allonger progressivement la structure pour essayer de détendre les fibres. Donc après, ce qu'il faut, c'est doser la reprise d'activité de façon à ce que la contracture ne revienne pas, parce qu'après, des fois, on se retrouve dans des schémas de contracture qui sont récurrentes. Donc après, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, un muscle qui est fatigué ou la récupération, elle est pas suffisante? Est-ce qu'il y a besoin d'apports autres? Ça, c'est possible. Après, sur tout ce qui est élongation jusqu'à la déchirure, là, ça dépend du stade. Quoi qu'il arrive, ça demandera du repos, plus ou moins de repos en fonction du stade. Et après, c'est pareil. C'est toujours le même principe, c'est qu'il faut, quand les douleurs s'améliorent, qu'on a la cicatrisation est faite, il faut remettre en charge progressivement les structures au fur et à mesure. On peut pas le faire du jour au lendemain. Il y a des exercices adaptés de façon à pouvoir remettre en charge, que la remise en exercice, en activité soit non douloureuse, et progressivement, on augmente la contrainte de cet exercice de façon à pouvoir aller après dans un schéma de renforcement musculaire
qui soit sans douleur et qu'on puisse après adapter dans un schéma global. C'est-à-dire, par exemple, sur une contracture, une élongation, déchirure sur les ischios, dans la finalité, on commence tout doucement par travailler en chaîne par le dos pour éviter de trop solliciter les ischios, mais progressivement, on tend à aller jusqu'au squat pour pouvoir le remettre dans une chaîne globale, pour qu'il retrouve sa globalité dans le membre inférieur. Alors, c'est vrai que on en revient à ce travail de renforcement musculaire qui est très important et qu'il convient d'intégrer de façon régulière et progressive dans ces séances. Le mercredi, avec le petit groupe que j'encadre, on mixe justement course à pied et renforcement musculaire pour justement permettre à ces coureurs à pied d'avoir un petit peu de renforcement musculaire et prévenir finalement la survenue de blessures. Concrètement, il y a des choses, on ne sait jamais s'il faut utiliser plutôt le chaud, plutôt le froid pour une pathologie type entorse. Qu'est-ce qu'on va mettre juste après ? Plutôt froid. Plutôt froid. Plutôt froid. Sur les tendinites et contractures, alors là, est-ce qu'on est sur du chaud, est-ce qu'on est sur du froid ? Alors, les tendinites, je te dirais du froid. Après, ça peut être efficace sur l'instant T. Après, c'est pas le froid qui réglera la tendinite. Voilà. D'accord. C'est vraiment de remodifier le schéma de sportif, le schéma moteur qu'on lui demande pour pouvoir réintégrer et remuscler correctement la structure, pour justement qu'en fait il n'y ait pas d'inflammation au niveau du tendon. Ça peut être efficace, ça peut soulager sur l'instant T, mais c'est pas ce qui diminuera la problématique au niveau du tendon. Par exemple, si jamais on a des tendinites, alors quand il y a que de l'inflammation, c'est efficace. Si jamais on se retrouve avec des tendinites où il y a aussi des lésions, des tendinopathies avec des lésions de certaines fibres, c'est pas glacer le tendon qui réglera le problème. Voilà. Parce que c'est pareil, il y a toujours différents stades de tendinopathie à ce niveau-là. Donc, et après, le chaud, c'est plutôt sur tout ce qui va être contracture musculaire. On reste sur des solutions naturelles, huile d'arnica pour massage et ce protocole. On a vu des coureurs qui, avant justement d'aller pratiquer la course à pied pour éviter justement les courbatures, s'enfiler quelques Doliprane pour survenir, on va dire, à d'éventuelles blessures. Bon, on va éviter toutes ces choses-là. Hein. C'est pas forcément recommandé. Le corps, il n'a pas besoin. Il est capable de faire tout seul. Donc, il faut le laisser gérer sa récupération et ses systèmes d'alerte. La douleur reste un signal d'alerte en disant « Attention, tu peux aller un peu trop loin. Attention, ça commence à être un peu difficile, mais la douleur, par exemple, qu'on va ressentir à l'effort, disons que c'est un message de douleur en disant « Tiens, je travaille plus que d'habitude. » Donc, c'est un message d'alerte, mais qu'on peut, entre guillemets, laisser de côté en disant « Ok, ça va. » Par contre, la vraie douleur liée à la pathologie, là, c'est le système d'alerte du corps qui dit « Attention, là, tu as été trop loin, ça ne va plus. » Ça ne va plus, il faut écouter, il faut adapter les choses, il faut remodifier. Il faut que je récupère. Et donc, c'est aussi à nous de s'auto-évaluer. Si avant de commencer une séance, on se dit « Ah, j'ai une petite douleur là », mais finalement, à chaud, je ressens trop rien et le lendemain, c'est supportable, on peut continuer à progresser un petit peu. On peut continuer à progresser tranquillement sans mettre de surcharge majeure au risque d'augmenter cette douleur, mais on peut rester dans cette dynamique. Après, on peut aussi, à la maison, ajouter, par exemple, si c'est une douleur musculaire qui a tendance à rester un petit peu à se faire sentir, faire de l'automassage, justement pour limiter et éliminer ces sensations, par exemple, inconfortables qui peuvent être liées à des courbatures un peu trop importantes ou une sensation d'un entraînement qui a été très intense et où du coup on a du mal à récupérer plusieurs jours après. Voilà, c'est des éléments où ça peut être bénéfique sur des moments, voilà, de l'automassage, un peu d'étirement, travail de mobilité pour justement éliminer toutes ces sensations. Ça, c'est des choses qui sont bénéfiques. Alors justement, tu parles d'étirement et une question donc a été posée par Laure qui demandait s'il fallait les faire à chaud ou plutôt à froid et plus tard, une fois que la séance est terminée. Alors, ton avis sur les étirements, je sais que c'est sujet à débat, à questionnement. C'est sujet à controverse. Exactement. Alors, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de règle. Si jamais quelqu'un sent que les étirements vont lui être bénéfiques,
qu'il le fasse. Si quelqu'un sent que les étirements lui font rien et qu'il préfère par exemple des exercices de mobilité à travailler dans les amplitudes, à travailler le corps dans les amplitudes qu'il n'a pas l'habitude de faire, vaut mieux privilégier la mobilité. Après, sur le moment où faire les étirements, on a tendance progressivement à dire qu'il faut aller sur plutôt du à froid, pas juste après l'effort, pas juste après la séance, puisqu'en fait, juste après la séance, on a intrinsèquement la douleur de l'effort, qui fait qu'on ne ressent pas forcément correctement la douleur qui va être imposée sur les étirements. Il vaut mieux le faire le lendemain, tranquillement, calmement, plutôt que de le faire le jour même de l'effort. Et à froid, avant une séance, pas du tout. On ne fait rien. Alors, en fait, le problème, c'est que à froid, avant, on peut travailler la mobilité pour que le corps soit plus souple. C'est cette différence, en fait, à intégrer entre mobilité et étirement. La mobilité, en fait, le but, c'est d'aller chercher à travailler les amplitudes que le corps n'a pas l'habitude. Si on veut, avant une course à pied, libérer les hanches, on fait des mouvements de rotation de hanches. On fait des flexions de hanches maximales, chercher des extensions. Mais c'est actif. Et en fait, ça va mettre le corps en mouvement, ça va le réveiller, entre guillemets, ça va le dynamiser. Donc, on va être plus préparé à faire une activité sportive après. L'étirement, il a pour but, en fait, de déclencher une sensation, de mettre le corps dans une amplitude maximale, mais passive, mais il va déclencher aussi une douleur, parce que l'étirement, en règle générale, il n'est pas confortable. Autant l'exercice de mobilité, il est confortable, on sent que des fois c'est un peu raide, mais ça passe. Autant l'étirement, il va être plutôt dans la douleur. Il faut que cette douleur, elle soit supportable. Mais on ne peut pas demander au corps d'encaisser un effort sportif après lui avoir mis une séance un peu douloureuse juste avant. Il faut faire la distinction entre les deux choses. On peut le faire après, quand ça refroidit, de façon à être capable de gérer l'intensité qu'on y met, de façon à ne pas augmenter les traumatismes qu'on a imposés au corps pendant l'effort. Et justement, j'insistais sur le rôle de l'échauffement, justement, quand tu parles de mobilité, d'amplitude au niveau des articulations. Est-ce que quand tu reçois quelqu'un qui est blessé, dans tes investigations, tu fais ressortir peut-être ce manque d'échauffement, ce manque de mobilité qui peut être la cause de blessure, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qui est impactant pour la survenue justement de blessures? Dans l'ensemble, c'est pas forcément ce qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus, c'est souvent la surcharge d'entraînement. La surcharge d'entraînement, la fatigue. Là, on a eu beaucoup avec le confinement des gens qui ont tout arrêté et qui ont repris comme c'était avant. Sauf que quand on a fait un arrêt de 6 semaines, on peut pas reprendre du jour au lendemain sur des entraînements tous les jours. Voilà. Et c'est à ces moments-là que ça a déclenché des surcharges d'entraînement et des blessures. Alors, il est vrai qu'on a vu beaucoup de personnes se mettre à courir également pendant le confinement en n'ayant pas du tout de cette habitude de la course à pied. Et alors, ceux qui ont coupé ou ceux qui ont repris une activité peuvent finalement, oui, se retrouver dans vos cabinets par la suite. Alors, au niveau des protocoles que vous mettez en place, quand j'allais chez mon kiné, il me faisait de l'électrostimulation, matériel qui aujourd'hui est accessible via les marques Compex. Et alors de mon côté, j'ai un petit appareil qui s'appelle le Bluetooth, dont je t'avais demandé justement si c'était efficace. Quel est ton avis sur cette électrostimulation et quels impacts ça peut avoir sur la récupération, sur une éventuelle blessure, alors plutôt musculaire? Alors, moi, je l'utilise peu parce que je privilégie en fait le fait de faire le mouvement. De faire le mouvement de façon à avoir une bonne connexion entre le cerveau, la musculature et le schéma nerveux qui est nécessaire pour bien réaliser le mouvement. Après, chez un patient où on a vraiment une grosse perte musculaire, on a eu un gros traumatisme, il a perdu beaucoup de musculature, là, l'électrostimulation est un plus. En fait, elle va donner le coup de main pour commencer à récupérer la musculature qui a vraiment été perdue pour pouvoir permettre justement d'accéder à ce travail spécifique. Voilà. Après, sur des entorses, en règle générale, l'électrostimulation à proprement dit de la musculature est pas forcément nécessaire. Par contre, on l'utilise souvent sur du TENS pour soulager les douleurs.
Ouais, c'est bien souvent dans ce schéma-là que je l'utilise, soit en TENS Ouais. ou alors sur un massage qui va être, on va dire, un peu plus vigoureux. Pour de la Voilà. récupération. C'est un Mm. petit boîtier, mais ça secoue quand même plutôt C'est ça. fortement au niveau des muscles. Est-ce qu'il y a d'autres outils en tant que coureur à pied qu'on peut utiliser à la maison? Donc, on a vu le rouleau de massage ou les mains, tout simplement, hein, qui vont être utiles C'est pour ça. permettre au corps de récupérer. Si on a une marche ou un step, de pouvoir justement détendre les mollets. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire à la maison quand on sent qu'il y a des petites contractures qui nécessitent pas justement la consultation en cabinet? Parce que bon, est-ce qu'il faut absolument courir chez son kiné dès qu'on a une petite blessure? Quel est ton avis sur ça et qu'est-ce que tu nous conseilles de mettre en place? Alors, il n'y a pas besoin de courir chez le kiné systématiquement. Ce qu'il faut, c'est savoir s'écouter, savoir sentir la différence entre une douleur qui peut s'installer et une douleur liée de courbature. Voilà, savoir distinguer les deux. Après, en termes de matériel, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel à la maison. Un rouleau de massage peut être déjà très efficace et permet de travailler toutes les zones musculaires. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps. Sur le rouleau de massage, l'objectif, c'est vraiment de le faire très lentement. Et c'est l'automassage, c'est quelque chose qui peut être fait régulièrement, tous les jours, tant que la douleur elle est là, vraiment insister sur les zones, associer ça avec des étirements. Pour le coup, quand on sent qu'il y a une douleur qui est là, si on sent qu'en faisant les étirements, la douleur elle est moins importante, on se sent mieux, il n'y a aucun souci à associer du rouleau de massage, de l'automassage avec des étirements. Alors sur un étirement, on va concrètement rester combien de temps? C'est-à-dire que voilà, je veux m'étirer les mollets, je veux m'étirer les quadriceps, je vais rester combien de temps en position pour entre guillemets avoir quelque chose qui soit efficace? Est-ce que c'est propre à chacun parce qu'on n'a pas tous la même sensation et perception de la douleur, ou est-ce qu'il y a quand même un temps minimum pour que ce soit efficace? En moyenne, il faut rester une dizaine de secondes sur la position. 10-15 secondes. Après, de toute façon, on n'aura pas tous la même perception. Il y a des gens qui vont mieux supporter la sensation d'étirement et d'autres pour qui ça va être vraiment une sensation d'inconfort. Euh, Après, ça va permettre dans l'instant T, au moment où on va faire les étirements, de réobtenir un peu de souplesse, de légèreté. On va sentir que la musculature, elle est moins courbaturée, elle est moins douloureuse. Après, c'est des choses qu'il faut savoir faire régulièrement parce que c'est pas parce qu'on va faire un peu d'étirement, par exemple, le lundi, qui va suffire pour la semaine, en se disant, tiens, si je fais ça 3 lundis de suite, je vais acquérir de la souplesse, voilà, je vais devenir un futur gymnaste. Non. C'est quelque chose qui doit être fait vraiment dans la régularité. Alors moi, futur gymnaste, non, je ne suis pas capable de faire une roulade, ce qui fait rire mes enfants et mon épouse, mais il est vrai qu'il faut ce côté régularité. Et C'est pour ça. revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, bien souvent les étirements ou les gestes liés à la proprioception, on va les faire quand on est blessé, et c'est au quotidien justement pour éviter que des blessures arrivent et ne viennent nous empêcher, nous bloquer quand on est blessé. Tout à fait. Quand on est justement dans une période à l'arrêt, c'est-à-dire on n'a pas on ne peut plus faire de sport parce que la blessure est arrivée, qu'est-ce que tu entre guillemets conseilles aux gens de continuer à faire? On disait tout à l'heure le vélo, donc c'est d'avoir un sport qui va être finalement différent pour ne pas Un mettre en charge sport, l'articulation. un sport différent, un sport qui va être déjà faisable en fonction de la pathologie, en fonction de la raison pour laquelle il y a l'arrêt. Après, ça n'empêchera pas, une entorse de cheville n'empêchera pas, par exemple, de continuer à faire du renforcement musculaire des jambes, voilà, des fessiers, des quadriceps, des ischios. C'est des choses qu'on peut quand même réussir à faire malgré tout, malgré une blessure. Et il faut réussir en fait à se créer une régularité à ce niveau-là pour compenser et pour justement limiter en fait les effets d'un arrêt. Alors, au niveau matériel, on voit, j'ai testé déjà, hein, chevillère, genouillère. Est-ce que ces outils-là sont utiles? Est-ce que c'est uniquement pour faire du bien et rassurer le cerveau qu'on a justement recours à ces matériels-là? Alors, ça va être bénéfique sur la phase vraiment d'inflammation, d'arrêt, d'immobilisation.
Après, à partir du moment où on est en capacité de reprendre le mouvement et un mouvement correct et relativement sécurisant, moi, je suis pour le fait qu'on retire ce matériel-là. Dans les premiers temps, quand le patient a peur de reprendre l'activité, on peut la garder sur la deuxième séance, mais de façon sécurisante. Après, il faut qu'elle soit sevrée rapidement. Il faut qu'on apprenne à s'en dégager. Ou alors de remplacer cette chevillère par un système de strap. Alors, quand on est justement sur une période de reprise, le coureur à pied a tendance à comparer les chronos qu'il faisait avant la blessure et à vouloir peut-être revenir trop vite. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un coureur qui serait en sortie de blessure pour revenir tranquillement à son meilleur niveau? Prendre le temps, faire les choses progressivement. C'est toujours la progression qui permettra de récupérer le meilleur de niveau. Si jamais il décide en sortie de blessure de vouloir refaire un 10 km comme il était capable de faire avant, de toute façon, il n'ira pas au bout et la blessure reviendra. Donc, ce sera retour à la case kiné. Ça sera retour à la case kiné, pas à la case départ parce qu'il y aura quand même des avancées, mais ça n'ira pas aussi bien que ce qu'il aurait pu faire. Et est-ce que tu accompagnes finalement tes patients qui sont en reprise du sport? Est-ce qu'ils continuent en parallèle à venir te consulter ou est-ce que une fois que le travail est fait, ils peuvent voler de leurs propres ailes? Est-ce qu'il y a ce travail d'accompagnement progressif? Alors, ça dépend des patients. Il y a des patients qui vont pas en avoir besoin, d'autres qui vont en avoir besoin. Et je le fais surtout, par exemple, sur les accompagnements à la reprise, mais ça, c'est surtout lié à des ligamentaux de genoux. Voilà, des remplacements de ligaments croisés, où là, pour le coup, l'accompagnement à la reprise du sport, elle se fait vraiment progressivement et sur du long terme. Sur des problématiques d'entorse, par exemple liées à la course à pied, on continue les séances un peu après la reprise, mais très rapidement, en fait, une fois que le patient reprend son activité, on se rend compte que la remise en charge et la capacité à reprendre l'activité régulière suffit à terminer une rééducation ou à une reprise d'activité normale. Oui, donc il y a quand même cette interaction entre le kiné et l'athlète pour lui permettre justement de repartir sur de bonnes bases. Comment on peut, alors là, ce serait peut-être plus un préparateur mental qui viendrait nous apporter ces précisions-là, mais faire sauter finalement cette barrière, on va dire, mentale liée à la blessure. De mon côté, la blessure est survenue sur un trail, donc grosse entorse. Aujourd'hui, j'ai écarté le trail de cette pratique. Enfin, je ne pratique plus le trail aujourd'hui. Et en descente, je dois avouer que j'ai limite peur quand faut descendre un dénivelé suffisamment important. Voilà. Qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui de faire sauter une barrière pour quelqu'un qui aurait été blessé? De réessayer. De réessayer en se considérant dans des bonnes conditions. C'est-à-dire en sachant qu'on n'est pas dans un état de fatigue, que l'état de la personne est complètement différent de l'état dans lequel il était au moment de la blessure. Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile de s'auto-évaluer et de s'auto-juger et de se dire, bon, j'ai eu un souci dans telles conditions, je vais essayer de refaire la même chose. Mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'ai appris, je fais les choses différemment. Et puis, si je dois le faire plus lentement, je le ferai plus lentement. Mais au moins, essayer de le faire. Bon, moi, j'ai mis de côté pour l'instant cette pratique. Je suis pas sûr que j'y reviendrai, mais peut-être à tester. Effectivement, sur un terrain qui soit, on va dire, peut-être moins accidenté, parce que bon, courant dans le Loiret et allant sur un trail dans la Corrèze, voilà, le terrain était peut-être pas forcément très très bien choisi. Très adapté. Pas adapté, exactement. En tant que kiné, quand on est blessé, ça se passe comment? On fait en sorte de pas être blessé. On commence par là. Non, après, j'ai eu la chance de pas être confrontée à cette notion de blessure pour le moment. Voilà. On sait se pousser, mais on sait reconnaître le signe du moment où ça ne va pas. Donc, j'ai eu la chance de passer au travers des blessures. Car effectivement, après, c'est compliqué d'arriver à se positionner, à se transférer dans la position du patient et non plus du soignant.
Et tu connais, je pense, suffisamment ton corps pour repérer les signes qui font que ça peut entraîner rapidement une pratique vers la blessure, mais on est toujours sur le dosage et la progressivité. C'est ça. Après, c'est apprendre à gérer avec ces sensations. C'est surtout en tant que kiné la sensation de fatigue globale qui est liée à la charge de travail, à la charge d'entraînement. Donc, il faut apprendre à réussir à doser avec ça et savoir s'écouter. C'est ce qui est le plus important, c'est s'écouter. C'est s'il y a un jour où on n'a pas envie, après si on s'y met, ça va. Si le jour où on n'a pas envie, mais même si on s'y met, on sent que ça vient pas, c'est pas le jour où il faut forcément forcer dessus. Et en tant que kiné, est-ce que tu as envie de développer d'autres formations pour améliorer ta connaissance, peut-être au niveau des athlètes, au niveau des fascias, au niveau des tissus? Comment ça se passe? On est dans une recherche et formation progressive. Est-ce que tu es dans cette dynamique-là? Alors oui, il y a toujours une notion de recherche et il y a plein de techniques qui évoluent. Là, pour ma part, je me suis inscrite à la formation de la clinique du coureur pour l'année prochaine, pour avoir vraiment une prise en charge et une formation qui est très spécifique aux coureurs. Après, il y a différents types. Il y a les formations liées au fascia où il y a des notions de ventouse et de crochetage qui sont aussi intéressantes, donc des choses qui sont à explorer. Mais malheureusement, toutes ces formations demandent aussi du temps, de la disponibilité. Donc, on fait les choses progressivement. Effectivement, il faut trouver une place dans l'agenda pour faire toutes ces formations et assurer le travail au cabinet, en plus de la pratique du triathlon, parce que tu n'es pas simplement qu'une coureuse. Mélanie, je te remercie. On va presque terminer cet entretien. Sur quel réseau on peut te retrouver si les gens veulent te suivre dans ta pratique du triathlon? Alors, je suis sur Instagram. Après, je suis pas très réseau où je ne partage pas forcément beaucoup de choses, mais moins actif que ton collègue Grégoire Mathiasson de complètement. On est dans deux univers différents. Non, c'est une pratique qui est plutôt pour le plaisir et sur des moments où on en profite pour aussi déconnecter du réseau et du monde forcément autour. Donc je mettrai les liens, donc Instagram si tu me l'autorises et Strava pour que les gens puissent te suivre. Donc Mélanie, kiné sur La Rochelle. Est-ce que tu as eu des échos justement suite à l'annulation de ce marathon? Est-ce que ça a fait grincer des dents dans ton club de course à pied? Ah oui, ça a fait grincer des dents puisqu'en fait c'est les cumuls forcément des annulations qui finissent par ne plus passer. Mais après c'est la même chose pour tout le monde. Chacun réagit différemment. Donc il y en a qui ont besoin de se projeter sur des objectifs pour pouvoir se lancer dans des préparations et certains avaient commencé des préparations qui ont dû du coup s'arrêter. Donc après on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Donc malheureusement, on fait avec. On verra ce que 2021 nous réserve. Exactement. Je pense que là, il va falloir être patient et ça pourra faire l'objet d'un épisode. Comment justement garder la motivation, même si j'en avais déjà fait un pendant l'été. Je pense que là, il va falloir de nouveau remettre le bleu de chauffe pour trouver des moyens de garder la motivation. Et on va déjà tenir compte de tes conseils, comment justement ne pas se blesser. Donc, je pense que on a déjà débroussaillé le terrain de façon assez importante. On pourra faire un point sur des sujets peut-être un petit peu plus précis dans les mois à venir. En tout cas, Mélanie, merci d'avoir pris du temps pour nous dispenser tes précieux conseils. Et puis, moi, je te dis à très vite pour peut-être un futur épisode. Ça marche. Je te remercie beaucoup, Seb. À bientôt. Merci, à bientôt.